Dans le contexte actuel, les facteurs qui menacent l'équilibre des écosystèmes du fleuve et de nos océans sont nombreux. Les changements climatiques et les activités humaines créent de nouvelles problématiques qui bouleversent l'ordre établi et obligent la communauté scientifique à trouver des solutions pour inverser la tendance. Parmi ces enjeux, la présence de plastique et leur dégradation dans l'eau préoccupent les spécialistes puisque de toutes petites particules se retrouvent dans les organismes marins et leurs effets sur la chaîne alimentaire demeurent encore méconnus. Émilien Pelletier, professeur émérite à l'ISMER, s'intéresse à la question. Le problème des plastiques existe dans les océans, disons, là, existe depuis peut-être même 50 ans, avant qu'on s'en soit vraiment rendu compte qu'il y avait un problème au fond. C'est l'abondance des déchets en surface des océans, franchement jusqu'en plein milieu du Pacifique, qui a finalement réveillé les consciences en se rendant compte que, oh, est-ce que c'est possible qu'il y ait des plastiques ici au milieu, à 1000 km de toute terre habitée, pour se rendre compte que oui, parce que les courants sont capables de transporter les gros morceaux de plastique comme les petits à une grande distance. Et la préoccupation est que pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, les morceaux de plastique les plus gros se désagrègent, se décomposent sous l'effet de la lumière solaire et sous l'effet de l'eau de mer. Et donc, ils finissent par nous donner des tout petits morceaux, et même encore plus petits, parce que maintenant, on parle des nanoplastiques. Donc, ils sont plus petits qu'1 micromètre. Impossible à voir à l'œil nu, évidemment. Même avec un bon microscope, c'est difficile. Et toute la préoccupation est autour de cette désagrégation, destruction, dégradation des plastiques. Et on sait que des plastiques, il y en a des dizaines, même des centaines de sortes, ce qui fait qu'ils ne se désagrègent pas de la même façon, qui ont ce qu'on appelle un temps de demi-vie, c'est que la moitié de leur vie peut varier de 2-3 ans jusqu'à peut-être 35, 40, 50 ans. On voit toute l'ampleur du problème qui, à mon avis, est même supérieur à des problèmes plus classiques que moi j'ai traités dans ma carrière, c'est-à-dire les fameux hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, ou encore les fameux BPC, qui sont finalement en train de terminer leur carrière là, de polluants. Là. Mais les plastiques, eux, au contraire, on n'est pas en train de terminer, on est en plein dans la vague. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'équipes dans le monde, de nombreuses équipes dans le monde, de chercheurs, de chimistes, de biologistes qui travaillent à essayer de comprendre les effets véritables de ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les effets. En termes de répercussions, j'oserais dire qu'il y a 2 niveaux de répercussions. Il y en a un relativement direct, c'est que nous savons que les microplastiques et même les nanoplastiques transportent souvent des contaminants. Et ce sont comme des pourvoyeurs de contaminants qu'ils ont capturés dans la colonne d'eau. Donc, ils ont resté dans l'eau de nombreuses semaines, des mois peut-être. Et puis, ils ont accumulé un peu de métaux, un peu d'autres molécules organiques. Donc, si un animal absorbe ça, il y a des chances qu'il y ait une désorption à l'intérieur de l'animal puis que ça s'aille dans son système digestif, par exemple, et même ailleurs dans les autres organes. Le premier plus menacé, les premières espèces ou la première catégorie de plus menacées, ce sont les juvéniles ou je dirais les embryons et les larves des invertébrés et des poissons. C'est qu'il faut savoir que la plupart des invertébrés marins et des poissons ont ce qu'on appelle des larves pélagiques, c'est-à-dire que leurs larves vivent dans l'eau et non pas sur le fond pendant plusieurs semaines. Et ces larves-là, comme le krill, comme d'autres espèces, ils mangent le phytoplancton et le petit zooplancton, si on veut. Donc là, il y a un transfert trophique possible entre les plus petits et les plus grands. Puis les larves d'invertébrés, les larves de poissons, c'est la période où ils sont les plus fragiles. Et il faut bien voir qu'une larve d'une espèce biologique marine quelconque, je n'ai pas de chiffre exact à donner, mais c'est sûrement 100 fois plus fragile qu'un adulte. C'est comme chez les humains. Les embryons humains sont beaucoup plus fragiles que les humains adultes. Donc, c'est la même chose. S'ils sont exposés à ce type de contaminants, les effets sont nettement plus importants dans le développement embryonnaire et plus tard dans le développement juvénile. Donc, on n'aura probablement pas une mort catastrophique, par exemple, des larves d'une espèce quelconque. On va plutôt avoir des effets secondaires, des effets plus à long terme sur le développement, sur la santé, plus à long terme de ces animaux-là. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément qu'il faut mentionner, c'est effectivement la bioaccumulation, le biotransfert, c'est-à-dire entre la proie et le prédateur. Donc, si on part avec le phytoplancton, qui peut même absorber, le phytoplancton lui-même, la plante de départ, là, peut même absorber des nanoparticules de plastique,
vont être, eux, évidemment, mangés, broutés par des espèces de zooplancton et les larves dont on vient de parler. Elles-mêmes, évidemment, on va continuer à monter dans ce qu'on appelle le réseau trophique. Donc, il y a plusieurs étages. On parle jusqu'à 5 ou 6 niveaux trophiques dans un écosystème marin conventionnel. Donc, un petit poisson sera donc le prédateur et un plus gros poisson sera le prédateur du petit poisson. Puis, on va se retrouver finalement avec des grands poissons marins ou encore pire peut-être, un certain nombre de mammifères. Donc, vous voyez tout le cheminement qu'on a à partir de ce micro-organisme au départ et jusque peut-être un grand poisson, un requin ou encore une baleine boréale. La recherche fondamentale a une importance capitale lorsque vient le temps de mieux comprendre les effets des changements climatiques sur les organismes qui peuplent le Saint-Laurent. Grâce à la station aquicole de Pointe-au-Père, l'ISMER dispose d'un laboratoire humide qui permet de conduire des expériences où tous les paramètres sont contrôlés. Régent Tremblay, professeur en écophysiologie et aquaculture, y mène des recherches sur les bivalves, des organismes essentiels dans l'écosystème du Saint-Laurent. Je travaille essentiellement sur les bivalves, les coquillages, et je travaille surtout dans un contexte soit de l'aquaculture ou de la recherche un peu plus fondamentale en écologie côtière. On a la chance un peu ici à l'Institut des sciences de la mer d'avoir un laboratoire humide, là, une station qu'on appelle la station aquicole de Pointe-au-Père, qui est à peu près la seule dans le Canada qui est dans un milieu estuarien. Ça fait que là, on peut vraiment travailler sur les espèces d'ici. Fait qu'on travaille beaucoup sur la moule, qui est un des modèles importants qu'on a. Et la moule a vraiment un rôle important dans l'écologie du Saint-Laurent parce que c'est un filtreur. Donc, elle filtre la matière en suspension dans l'eau. C'est vraiment un petit filtre, là, comme un filtre de piscine. Puis ça permet, comme pour une piscine, de maintenir une eau propre. Si on n'aurait pas ces coquillages-là, ces moules-là, dans notre système Saint-Laurent, on aurait vraiment des problèmes d'accumulation de matière organique et ça entraînerait vraiment des problèmes majeurs au point de vue écologique. Fait qu'on travaille vraiment sur essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces moules-là, leur recrutement, donc qui part de la larve qui est en suspension dans la colonne d'eau puis qui va, après ça, se transformer en petite moule qui va vivre sur le fond. Tout ce développement-là, comment ça se produit dans un contexte des changements climatiques actuels. On sait qu'avec les changements climatiques, tout va être un peu perturbé dans ces systèmes-là. Fait qu'on essaie de mieux comprendre un peu le mécanisme puis essayer de prévoir un peu mieux comment on est capable de maintenir nos populations, parce qu'ils ont vraiment un rôle écologique important à maintenir pour la qualité de notre Saint-Laurent. On a les mesures de consommation d'oxygène dans chacune des chambres, des 4 chambres métaboliques, avec la salinité, la pression atmosphérique, la température, ça fait qu'il est capable d'estimer la solubilité de l'oxygène dans l'eau. Et là, on a un système d'arrivée d'eau qui amène l'eau dans les petites chambres avec la moule. Pendant 10 minutes, l'eau change complètement, puis après 10 minutes, ça s'arrête. Et là, il mesure la consommation d'oxygène, la dépression en fait de l'oxygène quand la chambre est complètement fermée. Pendant 10 minutes. Après ça, ça repart pendant 10 minutes, ça réouvre comme ça. Et ça fait des cycles comme ça pendant à peu près 4 heures. Et là, on est vraiment capable de mesurer le VO2 maximal qu'on a mesuré pour chacune des moules. L'eau est pompée à peu près à 800 mètres au large, avec des systèmes de pompe. C'est emmené directement ici, c'est filtré sur des filtres au sable, comme des énormes filtres à piscine. C'est emmagasiné dans le bâtiment derrière, en fait, qui est le réservoir d'eau, qui a un volume à peu près d'1 million de mètres cubes d'eau, et qui nous permet d'avoir de l'eau si les systèmes de pompage brisent pendant quelques jours. Puis rendu ici, on a tous des systèmes de filtration, on a des différents types de filtres pour les filtrer vraiment, qu'il ne reste plus de nourriture dans l'eau pour réussir à mesurer la consommation d'oxygène. Il ne faut pas qu'il y ait de bactéries, il ne faut pas qu'il y ait de phytoplancton pour ne pas mesurer leur consommation. Ça fait qu'on filtre l'eau jusqu'à 1 micron, on la passe aux ultraviolets, puis après ça, on peut... en fait, c'est jusqu'à 0,02 microns pour enlever les bactéries ultraviolets, puis on peut les mettre dans les chambres par la suite. Pour maintenir les moules aussi, on fait des cultures de microalgues. Donc, ça nous permet de les alimenter. On a nos propres cultures de phytoplancton. Fait que là, on a plusieurs espèces, puis chaque couleur, ça représente une espèce de microalgue ou de phytoplancton qui est différente. En fait, c'est les organismes filtreurs et leur source principale d'alimentation, c'est le phytoplancton. Ça fait qu'il faut produire le phytoplancton pour les nourrir. Parce qu'avec notre système de pompage, le défaut que ça a, tout ce système de filtration-là, c'est que ça enlève aussi la nourriture dans l'eau. Mais on n'a pas le choix d'enlever la nourriture dans l'eau parce que sinon, ça s'accumule dans
dans les tuyaux, puis il faut avoir une filtration minimum là, pour réussir à maintenir des bons volumes qui passent dans tous les tuyaux puis alimentent toutes les salles de bassin. En conséquence, il faut produire pour compenser un peu la nourriture qu'on enlève dans nos systèmes de filtration et de pompage. Bien que la multiplication des problématiques au sein des écosystèmes marins ait de quoi nous inquiéter, la résilience des organismes qui peuplent les eaux du Saint-Laurent permet de croire que la vie continuera à y foisonner pour longtemps. Certes, les changements climatiques créent de nouvelles conditions qui désavantagent certaines espèces, mais d'autres organismes, mieux adaptés à leur milieu, s'y épanouissent davantage. Chose certaine, les nouvelles connaissances scientifiques permettent de mieux comprendre les changements qui s'opèrent sous la surface de l'eau et permettent de mieux en évaluer les conséquences à long terme. Les humains qui croient qu'ils vont détruire l'océan, ils ne le connaissent pas. Par contre, avec tout ce que les changements de climat vont nous apporter, et je n'ai pas d'optimisme à savoir si les humains vont parvenir, par exemple, à atteindre des objectifs qu'on vient encore énoncer. Malheureusement, je n'y crois pas. Il y a une dichotomie fondamentale. Les gens ne veulent pas céder sur leur bien-être au profit de la planète, parce qu'il est impossible de faire un rapprochement direct entre ça. Donc, les gens ont beau à dire « oui, je vais contribuer, oui, je vais faire les efforts », mais en fait, les sondages encore récents disent que non, ils ne le feront pas. Ils ne vont pas moins voyager en avion, ils ne vont pas moins voyager en voiture, ils ne vont pas prendre des transports en commun s'ils ne sont pas forcés. Donc, la réaction est plus individuelle et pas en fonction de... Donc, là-dessus, je ne suis pas vraiment optimiste. Et donc, il faut travailler à faire face aux changements cruciaux qui vont arriver. Pas pour tout le monde. Un endroit comme Rimouski, ici, on se sent beaucoup moins menacé. Il n'y a pas d'inondations majeures qui vont atteindre la ville. Même si le niveau de l'océan monte d'1 mètre, Rimouski va être encore au sec. Mais ailleurs dans le monde, oui, il y a des îles qui vont disparaître, il y a des morceaux de continents qui vont disparaître, il y a des mouvements de population qui sont déjà commencés d'ailleurs, majeurs, qui vont créer des grandes crises dans le monde. Et ça, malheureusement, je n'ai pas d'optimisme là-dessus. Pour ce qui est de préserver les océans, oui. Il faut continuer à comprendre. Le principal grand problème des océans actuellement, il est lié au changement climatique, donc c'est la perte de l'oxygène. Et nous avons déjà perdu, il y a déjà plein de zones pauvres en oxygène qui vont continuer à se développer, et ça, c'est à cause des changements de température de la surface de l'eau. Et ça va continuer, mais ça ne va pas non plus englober, d'après moi, l'ensemble des océans. Tu sais, ça va demeurer relativement localisé. Et donc, bon, l'estuaire du Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent va continuer à produire. Les espèces vont changer dans le golfe ici. C'est déjà fait, c'est déjà en marche. Les gens qui se disent « Ah, le changement climatique, c'est dans le futur », ben non, c'est déjà commencé depuis au moins 20 ans, 30 ans. Ici, dans l'estuaire du Saint-Laurent puis dans le golfe, il y a plusieurs espèces marines qui y étaient, qui y sont pratiquement plus. Il a peut-être été aidé par l'humain d'y être un peu moins, mais il y a plusieurs nouvelles espèces. Donc, nos espèces marines, ils migrent vers le nord parce qu'ils ne tolèrent pas beaucoup les changements de température. Tu vois. Et la réduction de l'oxygène dans le fond de l'océan va faire en sorte qu'il y a des espèces qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, qui vont partir. Mais il y a des espèces qui sont plus tolérantes. Ils peuvent endurer des niveaux d'oxygène plus faibles. Par conséquent, ils vont probablement se multiplier. On le voit déjà que ça arrive.